voir aussi nombreux et enthousiastes, Abocha et moi-même Thomas, pour assister à ce magnifique cocktail. Conférence, Out of the Box donc. Out of the Box, c'est quoi? C'est le nouvel événement sur l'entrepreneuriat. En effet, aujourd'hui, des pitchers vont venir vous parler de leur entreprise qu'ils ont créée après qu'ils ont fait l'INSA, TBS ou TSM. Mais pas seulement. Il y a aussi des intervenants qui vont venir vous parler des subtilités du monde de l'entrepreneuriat. Vous l'avez bien compris, Out of the Box, plus qu'une conférence, c'est vraiment un état d'esprit. Bon, vous allez voir, ça va être passionnant, vous allez en apprendre beaucoup sur l'entrepreneuriat. Alors sans plus attendre, on va accueillir Monsieur Lomi, professeur de l'INSA, qui va nous donner un bref discours d'introduction pour la conférence. Un tonnerre d'applaudissements pour lui, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Écoutez, je suis très heureux de voir que vous êtes aussi nombreux pour ce lancement, cette première édition. C'est vrai que quand les étudiants organisent, finalement, on se dit qu'il faut mieux, il faut encore mieux que l'école et que les structures quand on organise des choses. Je pense à certaines conférences où parfois on se dit on pourrait être plus nombreux, et là c'est très bien. Finalement, on va tout confier aux étudiants parce que finalement on voit que derrière ça suit. Donc moi je voudrais d'abord remercier les intervenants, les partenaires. Il y a des partenaires financiers qui vont appuyer cette soirée. Les intervenants, certains ont démarré, j'allais dire, dans le cadre de formation MINSA ou tout seuls. Ils vont nous raconter un petit peu leur expérience. Je voudrais remercier aussi les partenaires de l'école, alors à l'intérieur et à l'extérieur. Alors à l'intérieur de l'école, la Fondation MINSA soutient l'entrepreneuriat, l'association des anciens intervient aussi en accompagnement sur certains projets. Donc l'école, bien évidemment, au travers de l'appui au statut étudiant-entrepreneur, au travers de phases de sensibilisation, au travers de partenariats avec des écoles. Alors je crois que ce soir, on a comme ambition de se rapprocher de TBS, de TSM. Donc au passage, merci à ces écoles pour leurs représentants. Et donc finalement, le fait que l'école soutienne l'entrepreneuriat étudiant, c'est une chose, mais on voit que ça ne suffit pas. Et depuis quelque temps, moi je suis heureux de rencontrer des initiatives étudiantes. Alors la première initiative, c'est celle-là, c'est Out of the Box, mais il va y en avoir d'autres. J'ai entendu qu'un club d'entrepreneurs, d'étudiants entrepreneurs était en voie d'être constitué, et ça c'est aussi à saluer, c'est très bien, parce que ça veut dire encore que les étudiants prennent les choses en main. Donc je dirais que voilà ce qu'il faut retenir ce soir, c'est que l'école a initié, elle fait ce qu'elle peut, je pense qu'elle peut faire encore plus pour l'entrepreneuriat étudiant, mais le fait que les étudiants s'impliquent et prennent les choses en main, c'est heureux, et on voit que c'est bien parti. Donc bonne soirée à tout le monde. Nous aurons tout à l'heure la clôture, la venue de Bertrand Raquet, qui ne pouvait pas être là à l'ouverture de cette soirée, mais il sera là tout à l'heure. Donc en tout cas, bienvenue à tout le monde, et bonne soirée, et bon vent à cette première manifestation. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Lomi. Très bien, nous allons maintenant pouvoir démarrer la conférence, et nous allons voir notre premier intervenant. Alors vous allez constater, il s'agit d'un jeune homme débrouillard qui a déjà, à l'âge de 19 ans, créé sa première entreprise. En effet, débrouillard mais aussi aventurier. À l'âge de 19 ans, il a créé son entreprise, mais il fait aussi du saut en parachute lors de son temps libre. Et oui, ça booste son adrénaline, d'après son LinkedIn du moins. Mais aujourd'hui, il n'est pas là pour vous parler de parachute, il est là pour vous parler de son entreprise Quatuor, une entreprise de vêtements chics et élégants. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir, comme il se doit, un ex-étudiant du 31, aujourd'hui habillé sur son 31, Juan Fernandez. Bon, quel accueil.
Merci beaucoup. Donc moi je suis Swan, j'étais très heureux vraiment de l'initiative et de venir vous parler ce soir parce que j'ai créé ma première société, j'étais en L3, des gens avec qui j'étais en classe, donc étudiants et pas bien entraînés en tout cas à l'entrepreneuriat. Et on a été très peu accompagnés sur le coup, enfin du moins pas ce qu'il fallait. J'ai pas envie de dire ça parce que c'était TSM, mais je sais qu'aujourd'hui du coup ils ont beaucoup d'actions se mettent en place pour accompagner les entrepreneurs et c'est super. Mais on a eu très peu nous d'accompagnement et on a, comme je vais vous le montrer, vraiment galéré. Et on est passé par des stades bien différents de projets pour arriver aujourd'hui sur notre projet final qui est Couture et qui se lance plutôt correctement en ce moment. Mais du coup, ça me tenait à cœur de venir vous en parler, de partager l'expérience que j'ai eue et mon parcours, parce que du coup, je me suis dit que ça pourrait peut-être servir à d'autres personnes et surtout à leur montrer que même si on passe par des stades bien compliqués, il faut toujours pouvoir rebondir et arriver sur d'autres projets. Voilà, donc pour parler très très rapidement de mon parcours, si ça peut marcher, donc moi j'ai fait un bac S, je suis rentré ensuite en L1 et en L2 en économie et gestion à l'Arsenal et j'ai intégré l'IAE juste après en stratégie, où j'ai suivi après un cursus de M1 et de M2 en management stratégique. Et en parallèle de tout ça, du coup j'ai créé ma première société, comme je vous l'ai dit, j'avais 19 ans au début de ma L3. J'ai juste essayé de faire marcher ça. Une première société qui s'appelait Stickit. Donc là en fait j'étais avec 3 de mes amis à l'IAE et on s'est posé une question, on s'est dit bon, on a beaucoup de connaissances théoriques, on est en train de voir pas mal de choses sur la gestion, sur tout ce qui est création de société, financement, gestion financière, etc. Mais au final, on met très peu en place nos connaissances théoriques, sur des choses qui sont vraiment réelles. Donc on s'est dit, on va créer une société, et le premier modèle qu'on a trouvé, c'était juste d'ouvrir un site internet et de revendre des coques pour iPhone qu'on achetait en Chine, qu'on sourçait en Chine et qu'on revendait en France. Pourquoi on a fait ça? Parce que c'était un marché qui était très simple, où il y avait très peu d'investissement au début, parce que les coques ça coûte vraiment pas grand chose en fait en Chine, donc on en achetait pour quelques centimes ou 1 ou 2 euros, et on pouvait les revendre ici. Donc on a lancé ça et on s'est associé avec un développeur qui nous a fait le site internet. On s'est très très vite rendu compte que ça ne marchait pas forcément, qu'on n'avait pas mis en place ce qu'il fallait, mais du coup c'était vraiment pour avoir une première expérience en fait entrepreneuriale. Et on ne visait pas la suite, on voulait juste mettre en place certaines connaissances théoriques. Bon, c'est quand même dit, bon ça marche pas, qu'est-ce qu'on fait? Soit on arrête tout, soit on essaie de créer autre chose, de prendre un virage stratégique et de relancer un autre projet. Donc on a lancé du coup notre deuxième projet qui s'appelait encore Stickit. On a fait une petite modification de logo au passage, mais qui était encore vraiment loin d'être top. Et là l'idée c'est qu'on a voulu créer nos propres produits. Donc à la place d'en acheter, d'étouffer et de les revendre sans avoir aucun avantage concurrentiel sur la création, on a sourcé des coques qui étaient blanches. On a trouvé un imprimeur qui était à Launaguet, au fond de Launaguet. On allait tous les jours après les cours à 5 dans une voiture pour pouvoir imprimer nos coques. Et on a lancé ça avec un projet qui était plutôt pas mal à l'époque, c'est qu'on n'avait pas de graphiste en interne, et du coup on s'est dit on va faire appel à plein de graphistes extérieurs, et sur notre site internet on va mettre ça comme une plateforme où chaque graphiste présente leur univers et leur création sur les coques, et puis les personnes achètent celles qu'ils veulent. Donc on a développé ce projet pendant quelques mois, c'est plutôt bien passé aussi, mais ça a été compliqué, surtout dans le marché de la coque, parce qu'il est ultra concurrentiel, mais ça on le savait. C'est bizarre de dire marché de la coque. C'est bizarre de dire ça, mais du coup on en a joué même au niveau de la communication. Et il y avait un de nos concurrents sur internet d'ailleurs qui s'appelait Dealer de coque, à l'époque où on a créé ça, et ça a très bien fonctionné pour lui aussi. Il y a une belle image grâce à ce jeu de mots. Voilà, donc on a dérivé pour créer les franchises. Et les franchises, c'est quoi du coup? On a vendu une part de notre capital social à une graphiste, celle qui marchait le mieux quand on était encore sur le deuxième projet qui s'appelait Stickit. Donc on a intégré toute la partie en fait de création, et là on a fait en sorte que nos coques soient 100% made in France, en créant une belle image de marque avec ce nom qui s'appelait les franchises, où on vendait du coup des coques un peu partout en France. On avait une dizaine de boutiques qui revendaient nos produits, et on faisait quelques ventes chaque jour sur notre site internet. Donc c'était un projet qui s'était plutôt bien développé. Donc à l'époque on était encore entre le M1 et le M2 parce qu'on avait fait une année de césure, mais toujours en parallèle du travail qu'on avait à côté, parce qu'en césure on était forcément en stage. Donc on a essayé de développer ça. Ça c'est un exemple des créations qu'on avait
Ils ont venus avec les franchises. Donc c'est des coques avec une bonne image de français, des bonnes couleurs et des graphismes qui y font penser. Ça, c'était nos différents points de vente, notamment une boutique à Paris qui marchait super bien. Et on a abandonné ce projet parce qu'on a eu un problème de dépôt de marque. En fait, on a fait une erreur, c'est que nous, on a lancé le projet Les Franchises quand on a reçu le papier de validation de dépôt de la part de l'INPI, mais pas de validation comme quoi la marque était à nous et qu'elle était déposée. Du coup, on a eu un refus, des attaques derrière, donc on a été obligé de fermer la marque. Et là, on s'est dit, bon, ok, encore face à une problématique, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrête tout ou est-ce qu'on rebondit? À l'époque, moi, j'étais en alternance et en stage dans un cabinet de conseil en développement de projet. Et on s'est tous mis autour d'une table là, et nous on leur a fait une proposition. Donc on était 4 à l'époque chez les franchises, on leur a fait une proposition, on leur a dit voilà une problématique aujourd'hui, on a envie de relancer encore un projet, de prendre un virage sur le marché du Made in France parce qu'on sent qu'il y a quelque chose à faire. Est-ce que vous êtes de la partie? Et du coup ils ont été enchantés, donc on a encore ouvert une partie de notre capital. Aujourd'hui on est 7 dans l'équipe et on a créé donc ce dernier projet. Voilà, donc au passage, pardon, on a gagné un concours d'étudiants entrepreneurs qui avait été organisé par UT1 Capital avec les franchises au moment où on fermait les franchises, donc c'était un peu bête, mais c'est pas grave. Tout ça pour dire, c'est juste mon expérience, enfin du coup le parcours que j'ai eu, tout ça pour dire qu'il y a 2 choses pour moi qui sont vraiment importantes lorsqu'on entreprend et surtout quand on est étudiant, parce que on a la vie à côté, on a les cours, on a plein de choses qu'il faut mener en parallèle. Et il y a quelque chose qui est très important pour moi, c'est ce que j'appelle la flexibilité. Et aujourd'hui, c'est indispensable pour un entrepreneur et surtout pour un jeune entrepreneur d'être flexible, de pouvoir rebondir, de pouvoir changer son projet, changer sa strate, changer ses discours, changer le public qui va aller toucher, etc. On a rien de temps pour pouvoir toujours faire en sorte que son projet puisse continuer à vivre. Et si jamais ça n'avait pas été le cas, nous on aurait arrêté notre premier site de vente de coques chinoises parce que ça ne marchait pas tout simplement. Donc on aurait eu une expérience vraiment très simple et courte dans l'entrepreneuriat, mais on n'a pas voulu s'arrêter là. Donc la flexibilité c'est très important, et la ténacité aussi, parce que même s'il faut être flexible, il faut toujours savoir, je pense du coup, être tenace et être audacieux dans ce qu'on fait. C'est pas parce qu'on a 19 ans, qu'on a 20 ans que quand on crée une société, on est inférieur à d'autres personnes qui les ont créées avant ou qui ont déjà développé des choses plus intéressantes. C'est vraiment un domaine dans lequel tout le monde peut s'exprimer, tout le monde peut avoir des idées, des bonnes idées. Il faut savoir les défendre et surtout avoir l'audace de les défendre, même quand on a une jeune société qui a 2 mois et qu'on s'adresse à des gens qui ont bien plus ou du coup qui sont potentiellement clients. Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous on en est sur ce projet-là qui s'appelle Quatuor. Donc c'est une équipe de 7 personnes, on est resté sur le marché du Made in France parce que c'est une belle opportunité et qu'il est en train de se développer. On a un peu changé du coup de modèle, donc on fait plus de coques pour iPhone parce que le marché est trop difficile. Mais on se concentre maintenant sur des accessoires vestimentaires et on fait notamment un lancement sur des chaussettes avec un positionnement, comme il disait tout à l'heure, qui reste très chic et élégant d'après moi, mais assez audacieux dans le fait qu'elles sont dépareillées. Et donc on achète la chaussette à l'unité. Voilà. Merci beaucoup Swan Fernandez, vous pouvez admirer ces belles chaussettes là, dans l'allée, regardez. Wow. Maintenant, est-ce que vous avez besoin d'aide pour faire du jardinage? Est-ce que vous avez besoin d'aide pour déménager? Est-ce que vous avez besoin d'aide pour étudier, pour faire vos courses? Pourquoi ne pas faire appel à un étudiant? Oh attends, pourquoi pas un elfe de maison aussi? On n'avait dit pas les elfes de maison. Bon, vous l'avez bien compris, Stobi est une jeune start-up dynamique qui se propose de mettre en relation des jobs pour étudiants avec des étudiants. Voilà. Aujourd'hui, pour savoir qui allait pitcher devant vous l'entreprise Stobi, 2 des cofondateurs, Thomas Mazir et Julien Labattu, se sont livrés à un combat infernal de Shifumi. Au bout du suspense, Thomas Mazir allait l'emporter, mais au dernier moment, Julien Labattu. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Julien Labattu pour Stobi et Thomas Mazir. Bon, merci beaucoup. Alors par contre, c'est pas des jobs étudiants à étudiants, c'est
Exactement ça. Bon, et merci déjà d'être venu pour parler un peu d'entrepreneuriat parce que c'est ce qui nous intéresse tous, du coup, j'imagine. Donc ça va se dérouler en deux étapes. On va déjà parler un peu de Stoby. Et ensuite, on va parler de comment les étapes qu'on a suivies pour arriver à monter ce projet-là. Donc, l'étudiant de la Rescousse, c'est notre logo, notre slogan. On se présente un petit peu. Donc, moi, c'est Julien. J'ai travaillé dans les achats avant de me lancer dans un projet entrepreneurial à Paris. Et du coup, maintenant, je m'occupe de toute la stratégie un peu globale de Stoby. Ouais. Du coup, moi c'est Thomas, j'ai fait un parcours donc à bachelor TBS et ensuite je suis parti à Sudocube à Paris en master création publicitaire. Du coup, moi je suis plus orienté graphisme et marketing et communication. Donc, bonjour à tous, moi c'est Bertrand. Donc j'ai fait un BTS CGO, comptabilité gestion des organisations. Ensuite j'ai fait une licence DCG, donc diplôme de comptabilité gestion, et je viens de finir en décembre mon master DSCG, diplôme supérieur de comptabilité gestion. Donc c'est la ligne droite en fait pour faire l'expertise comptable. Et comme vous vous en doutez, je suis le comptable de la société. Bonjour à tous, alors moi c'est Alexandre. Donc je viens de rejoindre le projet Stoby il y a 3 mois pour m'occuper de ce qu'on appelle une ICO. Je vous présenterai après exactement ce que c'est. Moi j'avais déjà créé une boîte l'année dernière. Voilà, donc j'ai rejoint mes copains pour l'aventure. Et voilà. Alors nous en fait on est parti d'un constat très simple, c'est quand on était étudiant, on s'est dit à la fin du mois, on a un peu marre de manger des pâtes et avoir un peu de mal à la fin du mois. Du coup on s'est dit comment on peut faire pour avoir un petit job facile et pas fixe, avoir des horaires de barman de 19h à 2h du matin pour être crevé le lendemain en cours, etc. On s'est dit comment on pouvait résoudre ça et on s'est dit mais d'un autre côté il y a des personnes actives qui eux manquent de temps quoi. Manque de temps pour réaliser leurs tâches du quotidien, différentes tâches de service à la personne. Donc on s'est dit on va créer une plateforme web permettant à un étudiant de postuler directement à une annonce pour ce type de mission. Donc ce qui amène un gain de temps forcément pour le particulier qui délègue ces tâches-là et bien sûr pour l'étudiant un revenu complémentaire. Et on joue aussi beaucoup sur du lien social parce que on ne sait jamais, un étudiant qui va rendre service à des gens, il peut rencontrer son futur employeur. Voilà. Ah non, c'est toujours mieux. Et voilà, donc ça c'est les services qu'on propose. Donc on en a 11. On fait de la communication sur 11 services, donc qui vont du babysitting au déménagement, au soutien scolaire, donc vraiment basé sur le service à la personne. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui Stoby on a 2 cibles. Donc c'est principalement les étudiants qui recherchent un job à côté de leurs études. Et ensuite les particuliers, donc ceux qui sont de 28 à 35 ans, qui sont plutôt jeunes et connectés et qui cherchent vraiment à optimiser leur temps libre, c'est-à-dire qu'ils veulent vraiment ne plus faire certaines tâches pour vaquer à leurs occupations, à leurs loisirs. Et ensuite, il y a les 36-50 ans qui, eux, on dit qui sont des CSP+, et donc qui ont un pouvoir d'achat qui est un peu plus élevé et qui vraiment veulent ne pas faire les tâches ménagères et déléguer tout ça. Ensuite, il faut savoir que l'écosystème, donc aujourd'hui, il y a 73% des étudiants qui ont un job à côté de leurs études, que le marché en France du service à la personne est de 20 milliards, et PwC a émis une note disant que d'ici 2025, en volume, le marché devrait atteindre 525 milliards. Donc vraiment, la croissance du marché est assez considérable. Et en 2014, le nombre d'heures rémunérées était à hauteur de 880 millions. Donc aujourd'hui, ça a dû encore augmenter. Donc, le comptable. Donc ensuite, comme vous pouvez le voir, le marché où évolue Stoby, et il y a beaucoup d'acteurs. Donc ça veut dire que le marché est plutôt concurrentiel. Et ça ne veut pas dire que c'est pas pour ça qu'il ne faut pas y aller. C'est au contraire, ça veut dire que le marché existe et que par contre, il faudra certainement se différencier de ses concurrents pour prendre l'avantage sur le marché. PwC a aussi dit que le chiffre d'affaires des plateformes collaboratives, donc comme nous, devraient voir leur chiffre d'affaires augmenter de 35% par an jusqu'à atteindre un chiffre d'affaires de 83 millions d'euros, donc ce qui est quand même énorme. Donc ensuite,
Stoby a su quand même, enfin, on a réussi à quand même à se différencier puisqu'on est les seuls à proposer, enfin à se cibler exclusivement sur les étudiants comparé à Stouti ou YoupiJob qui eux font vraiment cible tout le monde et voilà, tous les services. Par exemple Stouti, leur but c'est de concurrencer le Bon Coin et de finir sur du troc. Voilà, donc pour ça, du coup, on s'est dit comment mettre en relation des personnes. Donc on s'est dit on va ubériser ce concept donc des offices donc, qui existent de manière physique. Donc en ce moment, on crée une plateforme donc, qui est bientôt disponible. On a encore quelques petits détails à régler avec le développeur. D'ailleurs, s'il y a des développeurs, non, c'est vrai. Ils nous ont envoyé le CV. Si vous êtes intéressé, j'en profite. Et du coup, donc voilà, notre plateforme, ça va marcher comme sur toutes les marketplaces, donc avec la possibilité de vous créer un compte, avoir accès à une messagerie interne pour contacter directement sur la plateforme avec paiement en ligne. Donc voilà, directement, tout se passe sur cette plateforme. Tu peux passer. Et du coup, donc il y aura un système de notation aussi, donc comme surtout comme ça fonctionne comme ça dans l'économie collaborative. C'est un gage de confiance, du coup, ces notations donc, qui permettent, vous, d'une part, de noter le particulier chez qui vous intervenez et lui qui va vous noter sur la prestation que vous avez réalisée. Voilà, donc ici, c'est la courbe, du coup, de l'évolution de notre entreprise. Donc, comme vous pouvez le voir, l'idée, elle a émergé donc, déjà l'an dernier. C'est Julien qui avait eu cette idée, on était tous un peu à droite à gauche, Bertrand il était encore en études, Alexandre lui il travaillait donc chez Swish Live, donc son ancienne entreprise. Moi j'étais à Londres, je travaillais en tant que freelance. Donc déjà le projet ça fait donc, plus d'1 an qu'on le réfléchit, qu'on y travaille tous les jours dessus. Donc on a commencé comme ça, Julien s'est dit donc à partir de là j'ai cette idée, comment je vais faire aussi pour concrétiser cette idée. Du coup, il nous a contactés tous les trois, vu qu'on avait des profils complémentaires, moi la communication, Julien la stratégie, Bertrand la comptabilité, Alex avait déjà une expérience du coup de l'entrepreneuriat. Donc ça nous a paru vraiment fondamental aussi d'arriver à monter une équipe complémentaire. Du coup, à partir de là, en septembre, on s'est dit, bon, on va commencer donc vraiment le projet et on va s'installer du coup dans un incubateur. À partir de là, c'est là où on a vraiment pu commencer à lancer le projet. En octobre, on a créé la société. On a pu parler avec d'autres intervenants qui sont déjà implantés dans ces écosystèmes-là, donc de start-up. Voilà, pour faire vraiment progresser le projet, surtout en parler. Et donc en parler autour de soi, c'est vraiment ça qui va faire progresser votre projet et faire passer du stade d'idée à vraiment un projet concret et qui fait que ça peut se réaliser. Du coup, à partir de novembre-décembre, on a créé notre première petite plateforme où on a vraiment testé le marché. On a fait un petit site donc, qui a été fait par une des développeuses justement qu'on a rencontré dans cet incubateur où du coup, un particulier pouvait directement poster un besoin. Et nous, de manière manuelle, donc avec la communication qu'on avait fait, on a réussi à faire venir des étudiants sur la page Facebook, on relayait cette information pour arriver d'une manière manuelle en soi à faire nos premières mises en relation. Et du coup, c'est vraiment à partir de là qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on ait une plateforme vraiment qui tienne la route et qui soit vraiment opérationnelle et qui puisse aussi être un revenu pour notre société. Et du coup, voilà. Donc à partir d'aujourd'hui, on est vraiment sur le lancement de notre plateforme et donc voilà, on vous laissera la découvrir. Alors moi, je m'occupe de l'ICO. Alors avant toute chose, ce qu'il faut savoir, c'est que dans un projet entrepreneurial, on a besoin de fonds, on a besoin de financement, parce qu'on a toujours des frais à droite, à gauche. Là, par exemple, nous, on n'a pas de développeurs, du coup, c'est quelque chose qu'on a outsource, donc on a besoin de financement. Alors, il y a plusieurs manières de se financer. La première, c'est personnel, donc on met de l'argent sur la table et on y va. La deuxième, c'est faire appel à des investisseurs, business angels ou des fonds d'investissement. Là, ils prennent du capital. Voilà, contre de l'argent. Après, il y a plusieurs sortes aussi pour se financer. Il y a le fait d'aller voir des organismes publics. À Toulouse, ils sont quand même assez bien puisqu'ils accompagnent aussi le projet. Je pense notamment à Réseau Entreprendre où c'est un organisme qui accompagne sur pas mal de questions le financement mais même le projet en soi. Et nous, on est parti sur une démarche, donc on fait aussi des financements publics, mais on est parti sur une autre démarche, ce qu'on appelle une ICO en fait. Je ne sais pas si vous connaissez, si quelqu'un est familier avec la crypto-monnaie, non? Personne?
Ok. Ah. Ouais. Et ben, en gros, l'ICO, c'est Initial Coin Offering. En gros, c'est créer un token qu'on va échanger contre une grosse monnaie, donc contre du Bitcoin ou contre de l'Ethereum. Et en fait, on va créer tout un écosystème autour de cette monnaie. Donc moi, ça fait longtemps que je m'intéresse au monde de la blockchain et au monde de la crypto-monnaie. Bertrand, Mazière et Julien aussi. Du coup, on avait envie de faire ça. En fait, c'est un projet qui dure 6 mois où on va essayer de se financer en créant de la monnaie qu'on va échanger contre des grosses monnaies, comme je vous disais. Et en fait, ça va nous permettre d'accélérer notre développement, mais ça va aussi nous permettre de pouvoir avoir notre propre monnaie. Donc en fait, on va créer notre propre monnaie qu'on pourra bien sûr payer directement avec sur le site. Donc il y a plein d'applications sur ça qui sont assez sympas, c'est génial pour moi, je trouve, de créer une monnaie, de pouvoir entretenir une monnaie, de pouvoir... mais il y a plein de choses en fait dans l'ICO et en fait ça commence au début par ce qu'on appelle un business plan et ça s'appelle un white paper qu'on fabrique et qu'on doit dire, c'est vraiment un monde un peu à part. Donc si vous aimez, si vous avez envie de renseignements, de toute façon, allez voir sur Facebook, sur notre Facebook, on mettra on va créer un Telegram. Là on est vraiment au tout début du projet, donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et après derrière ça, tac, Julien, switch. En fait, on veut intégrer la blockchain directement, donc c'est une nouvelle technologie. Si vous n'êtes pas familier avec la blockchain, allez vous renseigner, c'est passionnant. Et nous, en fait, on veut appliquer la blockchain à l'intérieur de notre plateforme en mettant toute l'historique des missions qui ont été faites. Par exemple, si vous, étudiants, vous faites un babysitting, tout cet historique de missions vont être mis directement dans la blockchain et ça va devenir de suite traçable, transparent. Du coup, il n'y a pas de parties tiers en fait, qui vont être dans le processus. Du coup, ça sera complètement, ça sera pas notre volonté, mais si vous faites telle mission, nous, on ne pourra pas mentir sur le nombre de missions que vous avez faites. Donc ça peut rassurer aussi les parents. Par exemple, quand vous voulez faire garder votre enfant, ça peut rassurer aussi d'avoir toute la traçabilité des missions des étudiants. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci beaucoup Stéphane. Et juste avant de partir, j'aimerais dire que j'apprécie beaucoup ce que vous faites avec cette entreprise. Je veux dire, c'est quand même super de mettre en relation comme ça, de faciliter en fait le monde des gens. Et voilà, engage de respect, je vous offre cette chaussette pour que Stobi reste pour toujours une entreprise libre. Merci à vous. Mais Thomas, dis donc, il m'a eu. Je me demandais, qu'est-ce que tu faisais ce soir? Oh, attends, laisse-moi checker mon phone, comme disent les jeunes. Alors, oh, tiens, tu vois cette annonce pour une super soirée dans un bar? Je vois. Ah ouais, elle a l'air beaucoup trop bien. C'est génial. Je pense que je vais y aller. Tu vas y aller? Mais c'est qui propose ça? Attends, laisse-moi regarder. C'est un hôtel. Mais les hôtels, ils font ça maintenant? Ah mais attends, regarde, il y a un petit mot juste en dessous. Qu'est-ce que c'est écrit? Apparemment, c'est avec Movin. Waouh! Mais c'est quoi, Movin? Attends, je me renseigne. Il y a juste marqué marketing de contenu. Mais tu vas y aller? Ah ouais, je vais aller à cette soirée. Par contre, j'aurais bien besoin d'explications sur le marketing de contenu. Eh bien, mesdames et messieurs, veuillez accueillir les créateurs de Movin pour vous parler du marketing de contenu. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Movin. Bonjour à tous, du coup je suis Benjamin, le cofondateur de Movin. Donc je pense que vous avez absolument rien compris à ce qu'on faisait. C'est à peu près normal. Donc en fait nous, si vous voulez, à Movin, on fait des solutions de marketing de contenu pour les professionnels du tourisme et en particulier les hôtels. Donc le marketing de contenu, ça va être le fait de, pour vous séduire, de ne plus vous pousser une promotion, mais vous pousser du contenu qui va vous intéresser, vous divertir, vous conseiller et inclure leurs produits ou services dedans.
et vous inciter à l'acheter. Mais avant de parler de ce qu'on fait, comment on en est arrivé là? Donc je vais rebondir un petit peu sur ce qu'a dit mon collègue de Quatuor. C'est entreprendre, c'est vraiment rebondir sur plusieurs échecs. Donc avant d'arriver à Movin, si vous voulez, on a commencé à 2. On a... Alors, bon, c'est pas long, vous laissez ça là, ça va. Très bien. Donc on a commencé à 2 et on a choisi d'entreprendre, et le problème qu'on avait, c'est qu'on n'avait pas d'idée et pas d'argent. À partir de là, c'était un peu compliqué. Mais en fait, on peut. C'est-à-dire qu'on avait des valeurs, on avait une vision d'entreprise, et on voulait vraiment monter notre propre structure. Donc on a commencé à se dire, bah, on va récupérer un brevet ou la technologie de quelqu'un et la développer. Donc on a fait le tour des centres de recherche, des SATT, donc les sociétés d'aide au transfert de technologie, qui récupèrent tous les brevets des chercheurs, donc, par exemple des chercheurs de l'INSA, et qui les proposent à des porteurs de projets pour essayer d'en créer des entreprises. Donc on a essayé de récupérer un brevet qui était sur les polymères, qu'on a abandonné parce que du coup on n'a pas voulu partir avec la personne qui détenait le brevet. Suite à ça, on a voulu continuer, on a toujours voulu entreprendre, et là on a entrepris autre chose, racheter une société, parce que c'est une autre forme d'entrepreneuriat. Vous n'êtes pas obligé de créer de zéro, vous pouvez aussi racheter. Donc là on a voulu racheter un petit site de réservation qui s'appelait Wenti, donc qui fonctionne un petit peu sur le même concept que Doctolib. Donc c'était de la réservation pour des médecins ou des coiffeurs. Et à l'époque, on voulait dériver ça en réservation pour tout ce qui est services de proximité, serrurerie, teinturerie, pressing et autres. Et en faisant un petit peu notre étude de marché, notre benchmark, on s'est rendu compte que c'était absolument pas intéressant, et on a commencé à faire le tour donc, des petits commerçants, et on est arrivé vers les hôtels. Et c'est là en fait qu'est né, où on a détecté en fait un réel besoin sur le contenu. Donc la transition est un peu plus longue que ça, je vous l'ai fait courte quand même. C'est un petit peu court. Donc on a lancé Movin. Donc là on aide maintenant les hôtels et les structures de tourisme, donc type Booking ou Airbnb, à vous pousser du contenu qui va vous intéresser, afin de personnaliser un petit peu la relation client avec vous. Donc pour créer Movin, on est 4. Donc là, non. Donc on est 4, donc nous on est un petit peu issus de différentes filières, donc tous ingénieurs à la base. Donc moi je suis pas INSA, je suis Polytech, petite infidélité, je suis désolé. Et après du coup je suis venu à l'INSA par contre pour faire un master spécialisé, donc je sais pas si vous connaissez, ici vous avez le MSCI, qui est un master spécialisé en ingénierie d'affaires industrielles, donc qui forme un petit peu sur tout ce qui va être la vente de produits technologiques et le business développement. Où j'ai rencontré du coup mon premier associé, David Verdier, qui lui était donc en génie des procédés, qui a fait aussi ce master-là. On s'est rencontrés. Et après, au fur et à mesure de nos évolutions dans nos idées d'entreprise, de rachat, on a rencontré du coup Jules, donc, qui est actuellement notre développeur, et qui lui a fait aussi le double parcours TBS INSA pour un petit peu upgrader ses compétences sur la partie commerciale. Et le dernier venu dans l'équipe, du coup Rémi, qui est tout là-haut mais qui n'a pas voulu descendre par timidité, qui lui du coup s'occupe de toute la partie data science et de par son prénom est aussi un petit peu le frère de David. Donc concrètement, donc qu'est-ce qu'on fait à Movin exactement? Donc en fait, nous, notre objectif, c'est d'aider l'hôtel, ou le procès du tourisme, de créer une relation personnalisée et directe avec vous. Donc le but, en fait, c'est que l'hôtel, ça soit plus un endroit où il fournit juste un lit, et qu'il fournisse une réelle expérience tout au long de votre séjour. Donc que ça soit en vous inspirant avant d'arriver dans votre voyage, donc en vous disant bah c'est cool, vous avez réservé dans je sais pas, l'hôtel du Capitole, bah, pour votre séjour vous avez telle chose à faire et ça va vous intéresser. Ou directement dans l'hôtel, au lieu de vous pousser le guide papier du zoo de Beauval fourni par l'office de tourisme, j'espère que personne vient de l'office de tourisme, du coup va vous pousser du contenu un peu plus intéressant, type par exemple la nocturne du musée des Augustins, un bœuf de jazz dans le café d'à côté. Et du coup c'est ça qu'on vend. Donc notre métier, nous, premièrement, c'est créer des algorithmes de curation de contenu. Donc on n'est pas une agence de com, on rédige rien. Donc Rémi, là-haut, a développé des algorithmes qui sont capables, en fait, sur le web, de détecter toute sortie touristique. Ça peut être de l'exposition au musée des Augustins, ça peut être le marathon de Toulouse, et ça va jusqu'au petit match d'improvisation dans le café-théâtre qui est à l'autre bout de la ville. Donc on couvre une grande palette d'événements. Deuxième métier, c'est la personnalisation. Donc là, on rentre dans la petite compétence un petit peu technique, où on a développé une intelligence artificielle qui va être capable, en fait, d'analyser les datas clients de l'hôtel, donc
vos données à vous pour identifier vos goûts et les tendances d'événements qui pourraient vous plaire. Une fois que ça c'est fait, on va automatiser en fait les propositions de contenu. Donc que ça soit dans l'application de l'hôtel, son site web, son portail Wi-Fi ou dans son mailing, on va pouvoir vous proposer du coup du contenu personnalisé. Donc ça va éviter à l'hôtelier de devoir en fait lui-même rédiger des articles de blog ou des newsletters. Et en même temps, ça va vous permettre d'avoir du contenu qui va être spécialement dédié pour vous, adapté et non standardisé. C'est-à-dire qu'on va arrêter de vous pousser tout en la même chose. Par exemple, si vous allez à Paris, ça ne sert à rien de vous proposer le Louvre. C'est UBS. Par contre, ce qui est intelligent de vous le proposer, c'est voilà, vous venez à Paris cette semaine. Si vous avez prévu de visiter le Louvre, ne le visitez pas dans la journée, visitez-le ce soir, parce qu'il y a la nocturne. Donc on va proposer ce genre de produit. Donc je me suis très très mal exprimé pendant 8 minutes, ça va être très bien. Mais la finalité c'est entreprendre, lancez-vous. Et l'objectif c'est n'essayez pas de monter forcément une entreprise dans votre domaine de compétences. Ça vient comme ça, par exemple, moi je suis issu du milieu du caoutchouc. J'ai monté une boîte dans l'IA. Mon deuxième associé David a fait génie des procédés. Donc c'est vraiment juste, si vous avez envie, lancez-vous et les idées vont venir toutes seules. Et tout doucement, vous allez arriver à quelque chose de construit. Il faut arrêter de croire aux histoires de boîtes qui se sont lancées en 2 mois avec un super concept pour générer des millions de chiffres d'affaires. Trouver une idée, trouver un marché, ça prend du temps, ça prend quasiment 2 ans. Donc ça fait 1 an et demi qu'on est sur le projet et on vient à peine de toucher un vrai pain avec des vraies problématiques et avec lequel on a une technologie qui fit très bien. Et là, on va débuter la commercialisation d'ailleurs début du mois prochain. Moi, si vous avez des questions, je vous invite à m'envoyer un mail ou à moi ou à Rémi. Pourquoi quelques questions que ce soit, même pour boire un verre et discuter si vous avez des projets ou si vous avez des questions sur soit le financement ou l'entrepreneuriat en général. On se fera un plaisir de répondre à vos questions. Voilà, merci. Mesdames et messieurs, maintenant, nous allons accueillir un intervenant. Non, nous allons accueillir la légende. Mesdames et messieurs, il a longtemps erré sur les jungles numériques, rendant service aux gens en créant des applications et des sites, domestiquant la toile. Il a longtemps été l'ami de Laura et se présente maintenant en tant que développeur web freelance. Mesdames et messieurs, la légende a un nom. Henri. Un tonnerre d'applaudissements pour Henri, mesdames et messieurs. Bonsoir à tous et merci pour cette intro superbe. J'aimerais remercier aussi Laura de m'avoir invité ce soir et de me donner l'opportunité d'avoir une bonne dose d'adrénaline aujourd'hui. Donc je vais commencer par expliquer le nom de ma présentation. Donc freelance, c'est un retour d'expérience. Donc il faut savoir que directement après ma diplomation, j'ai décidé d'être freelance. Donc aujourd'hui, l'idée c'est de vous donner un feedback sur cette expérience et premièrement de définir le terme de freelance, parce que j'imagine que certaines personnes ne connaissent pas, et deuxièmement donc de donner un retour sur cette expérience et peut-être motiver certaines personnes à se lancer, parce qu'au final, on peut y arriver. Donc freelance, j'ai trouvé, alors, je ne l'ai pas appris par cœur, j'ai trouvé une définition sur internet qui montre pas mal en quoi ça consiste. Donc un freelance ou travailleur indépendant est une personne qui travaille à son propre compte en réalisant des missions pour des clients qu'elle choisit. Donc freelance, le terme en lui-même, c'est plus appliqué à l'informatique en général. Et la deuxième grande question, c'est qui suis-je du coup. Donc j'ai fait l'INSA Toulouse, j'ai été diplômé l'an dernier, j'ai fait le parcours MIC, informatique et réseau puis ISS. Je suis également cofondateur du Fab Lab de l'INSA. J'en profite pour faire de la pub, allez-y, c'est trop bien. Et j'ai décidé d'être freelance. Donc pour remettre un petit peu dans le contexte, j'ai fait mon stage de fin d'études chez Sigfox, où j'étais principalement développeur.
Et au final, je me suis senti frustré de faire que du développement tout le temps, que du développement. Moi, je suis quelqu'un d'un peu touche-à-tout. Voilà, j'ai participé dans le Fab Lab, je faisais un petit peu d'élec. Au final, monter une asso, c'est un peu de l'entrepreneuriat, etc. Donc voilà, j'avais une certaine frustration. Et il se trouve qu'à la fin de mon stage, on m'a proposé de rester un mois de plus en tant que freelance, parce que pour eux, c'était plus simple que de proposer un CDD. Et du coup, j'ai fait les démarches pour être freelance. Bon, le projet s'est pas fait, mais je me suis inscrit sur une plateforme qui s'appelle Malte, et j'ai renseigné mon profil, et du coup, j'ai attendu que des personnes me contactent pour me lancer. Donc le TJM, c'est le tarif journalier moyen, je vais y arriver. Et donc je me suis inscrit à 300 €. Je reviendrai plus tard sur les tarifs. Du coup, en termes de procédure, c'est super simple. Moi, j'ai mis un après-midi à le faire, en tout et pour tout. Ça comprend le temps de renseignement, de regarder un peu sur Internet comment ça se passe, etc. Il n'y a que 2 formulaires à remplir. Le premier, c'est la demande de création de la micro-entreprise. Et la deuxième, c'est si vous avez moins de 26 ans, vous pouvez faire une demande qui s'appelle l'ACRE et qui vous permet de réduire vos charges sociales. Donc c'est hyper intéressant au début. Au lieu de payer environ 25% de charges sociales, vous avez la première année une réduction à 7%, 13%, puis 18% avant de revenir à 25%. Voilà, donc c'est super rapide. Et là, vous avez une photo du site officiel. C'est gratuit, de devenir micro-entrepreneur, c'est rapide. Sachant qu'il y a d'autres sites qui vous proposent de le faire en payant parce qu'ils vous accompagnent, etc. Mais voilà, le vrai site, c'est celui-là. Pas très joli, mais c'est super. Hop. Alors, maintenant, je vais vous donner un peu la vision que j'avais de freelance avant de me lancer. Pour moi, c'était de l'indépendance, pouvoir gérer son emploi du temps. Au final, on est son propre patron, on a de compte à rendre à personne à part à son client. Donc c'était une grande liberté. Aussi une polyvalence. J'aimais bien le côté technique qu'on nous enseigne à l'INSA, mais j'aimais aussi pouvoir monter des projets, les gérer, etc. Donc c'était l'opportunité de faire plus que juste du technique. Et enfin, il se trouve qu'à Sigfox, j'ai travaillé avec quelqu'un qui était aussi freelance dans mon équipe et qui m'a dit qu'il arrivait à faire des mois avec des chiffres d'affaires pouvant atteindre 7 000 €. Donc à la base, c'était pas mon objectif de faire plein d'argent, mais bon, si ça vient avec, pourquoi pas. Donc voilà, donc ça c'était ma vision avant. Donc en termes de projet, ça fait bientôt 6 mois que je suis freelance. J'ai commencé par Flybot qui est en haut à droite. Donc c'est un bot messenger qui vous aide à trouver des billets d'avion pas chers. Donc là c'était plutôt du développement web. Ensuite j'ai enchaîné avec les 2 photos de gauche, en haut et en bas. Le client de mon client avait besoin d'un bouton dans l'industrie, parce qu'il se trouve qu'il avait des bennes dans ses entrepôts et il voulait prévenir quelqu'un quand la benne était pleine. Donc pour ça il voulait un bouton dessus pour que quand on appuie, ça appelle la personne qui puisse venir l'aider. Donc sur ce projet j'ai fait un petit peu d'électronique, design de PCB, soudure, programmation embarquée, une mini chaîne parce qu'il fallait faire une dizaine de boutons. Donc ça n'a rien à voir avec la première mission. Ensuite, troisième mission, c'est celle du milieu. Alors c'est une télécommande Wi-Fi, c'est une entreprise qui m'a contacté pour faire un prototype. Ils n'avaient pas le temps de le faire, ils avaient besoin de quelque chose assez rapidement. Donc là, il y a eu le design du boîtier en impression 3D, etc. Donc encore de nouvelles choses. Et aujourd'hui, je suis retourné chez Sigfox, mais en tant que freelance cette fois. Et je fais le développement de l'application mobile qui va avec cet objet connecté, le Sensit V3, qui sortira dans pas trop longtemps, normalement. Donc voilà pour mes projets. Si j'y arrive, voilà. Donc voici l'organigramme de mon entreprise. Donc il y a le patron, ça va, ça se passe pas trop mal. On va dire il y a l'expert technique, donc là avec l'INSA, franchement il n'y a pas de souci à se faire, on a les bases solides. Les fois où ça allait pas, où j'avais un peu des doutes sur certains points, où j'étais pas forcément spécialiste, j'appelais un copain qui avait fait une autre filière et puis c'était bon, donc de ce côté-là, aucun problème. Compta, auto-entrepreneur, il y a une chose à faire, c'est de déclarer son chiffre d'affaires. C'est une fois par mois ou une fois tous les 3 mois, donc concrètement il n'y a pas grand-chose à faire. Là où j'ai eu un peu plus de mal, par contre, c'est chef de projet. Et je vais expliquer ce que pour moi c'était ce chef de projet. C'est définir en gros combien de temps on va mettre un projet, donc chiffrer le temps et aussi chiffrer les coûts d'un projet. Et au final, quand on est freelance, c'est hyper important parce que c'est ça qu'on vend. On vend combien de temps on va passer sur un projet. Donc si on se trompe à ce moment-là, on va forcément gagner moins d'argent parce qu'on va mettre plus de temps à réaliser le projet.
et du coup on diminue nos revenus. Alors ça c'est un des points qui m'a posé problème au début, et aussi commercial. Quand on sort de l'INSA, on ne sait pas du tout combien ça coûte la vie, on ne sait pas combien ça coûte à un employé, enfin du moins on n'a pas vraiment les vrais chiffres, donc pour savoir se vendre c'est hyper compliqué. Donc tout à l'heure je disais que je me vendais un TGM de 300 €, ça j'ai regardé sur la plateforme les gens qui proposaient le même service que moi avec le même niveau d'expérience, et c'est à peu près ce qui ressortait, sachant que voilà, c'est à peu près la base basse en informatique pour freelance, un tarif journalier moyen de 300 €. Voilà pour ce qui est donc, des différentes casquettes que j'ai pu revêtir. Et maintenant, après 5 mois d'expérience, ce que je peux dire, c'est qu'en termes d'indépendance, alors c'est vraiment chouette, c'est vrai, freelance c'est chouette pour ça. On peut, si besoin, faire sauter une matinée pour un rendez-vous médical ou parce qu'on a un pote qui est de passage sur Toulouse à ce moment-là. On a de compte à rendre à personne, donc ça c'est vraiment bien. Et puis même si on n'utilise pas cette liberté, elle est quand même là et quelque part ça aide. Choisir ses missions, j'ai pu faire plein de choses différentes comme vous avez pu le voir. Et je sais pas si ça c'est possible en entreprise, donc pour moi c'est un vrai plus. Par contre, le gros point négatif, c'est que vous travaillez tout seul. Tout seul pour les responsabilités, tout seul pour faire le travail, donc c'est pas mal de choses à tenir sur ses épaules. Donc voilà, si vous avez l'occasion d'être freelance avec quelqu'un d'autre, c'est top, ça serait top, 1000 fois mieux à mon avis. Polyvalence. Yep. Polyvalence, donc comme je disais, j'ai fait plein de trucs différents, ça m'a permis de une expérience dans plein de domaines, parce que pour rendre les choses plus faciles, j'ai décidé de faire quelque chose que je n'avais jamais fait encore à chaque fois. Application mobile, ce que je fais actuellement, j'en ai jamais fait. Voilà, moi, mon objectif, c'était de me former. Là où j'ai eu un peu plus de mal, c'était de devenir commercial. Avec le temps, ça devient plus facile. Et enfin, pour finir, les revenus. Donc, les 7 000 € par mois, je les attends encore un petit peu. Juste pour vous donner une idée, sur les 5 premiers mois, sachant que j'ai pas travaillé 5 mois non-stop, il y a eu des périodes de creux, plus les périodes que j'avais mal calculées, etc. J'ai quand même dégagé un salaire de 1 400 €, ce qui me permettait largement de vivre au final. Donc pour un début, je trouve que c'est... j'en suis content. Et avec l'expérience, on se trompe moins sur combien de temps va prendre un projet, donc on arrive à mieux le vendre, et au final, on arrive à mettre vachement plus de côté. Du coup, voilà. Donc merci, j'ai encore plein de trucs à vous remonter. Si vous voulez me poser des questions, je serai sûrement pas loin des petits fours tout à l'heure. Donc n'hésitez pas à venir me voir. Et puis voilà, merci encore. Je sais pas si vous avez remarqué, mais monter des meubles Ikea, c'est un peu la galère. Ouais, moi j'ai remarqué. J'ai essayé de monter le Clusterfucker hier après-midi. Résultat, des échardes plein les mains, les pièces s'emboîtent pas, la misère. Ouais, mais en même temps, le Clusterfucker, je t'avais prévenu, non? Je t'avais dit que c'était la version prototypée, mal fait du Flumptebugge. Le Flumptebugge, il était déjà nul. Pourquoi est-ce que tu t'es engagé dedans? Non mais là, t'es en train de me parler du Flumptebugge, c'est une table basse. Le Clusterfucker, c'est un lit. Donc Ouais, mais tu vois, si on trouvait un moyen de transformer des meubles en mode table basse, bibliothèque, lit, ce serait génial, non? Mais mec, tu viens d'avoir une super idée. Imagine, table basse, lit, tabouret... Attends, faut que je vérifie si quelqu'un a déjà fait ça. Tabouret, Je prends mon téléphone virtuel. lit, tabouret, table basse, lit, tabouret, table basse, lit, tabouret, table basse... Non mais... Non. 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 Si? Non. Ils l'ont déjà fait? Et ouais, ils ont déjà eu l'idée. Ah. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Idol et leurs meubles modulables. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci. Petit problème. Bon, c'est pas grave. On va s'en sortir. Je vous ferai signe. Merci beaucoup à tous d'être là. On ne pensait pas qu'il y aurait autant de monde. Nous, l'aventure a commencé il y a 1 an et demi à peu près. On avait une idée, on voulait entreprendre, mais on ne savait pas trop comment. On
on a fait le module créer son entreprise de Monsieur Lomi. Et à l'issue de ça, il y a eu un premier projet qui a beaucoup évolué depuis. Et aujourd'hui, on est là avec Idle, qui ne s'appelle pas Idle. Donc je vais laisser la parole à Bastien qui va vous présenter le concept. Alors, pour vous présenter rapidement le besoin auquel on répond, sans vous présenter le produit pour l'instant, comme on l'a déjà un petit peu vu juste à l'instant, on veut aider toutes les personnes qui ont du mal à monter leurs meubles eux-mêmes, que ce soit les meubles en kit ou qui veulent les faire eux-mêmes. On veut aider également les personnes qui veulent faire leurs meubles, qui veulent avoir la fierté de pouvoir dire qu'ils ont fait leurs meubles eux-mêmes, mais qui n'ont pas forcément les outils, le temps, les capacités, etc. Et on veut également apporter une solution à avoir des meubles qui sont aujourd'hui sur mesure, mais pas chers. Il y a différentes possibilités aujourd'hui d'avoir des meubles sur mesure. On peut aller voir un professionnel ou aller sur Internet. Il y a certains sites qui apparaissent pour pouvoir choisir les dimensions de son meuble, mais ça reste des solutions qui coûtent très cher aujourd'hui. Et donc on a voulu pouvoir offrir à tout le monde la possibilité d'avoir un meuble aujourd'hui avec les dimensions qu'il veut, la forme qu'il veut, mais pas cher. C'est pour ça qu'on a développé Idle. Vous pouvez... donc on a créé des éléments d'assemblage métalliques qui permettent de faire des meubles simplement et sans outils. Comme vous pouvez le voir sur les photos sur le côté. L'intérêt, c'est que c'est démontable. Donc votre table basse d'un jour peut être la bibliothèque de demain ou le lit de demain. De plus, c'est plutôt solide. Pour les... si ça peut vous rassurer. Je pèse pas très lourd, mais je peux monter sur les meubles, donc ça pose pas de problème. Donc voilà avec le produit. Je vais laisser la parole pour la suite. Donc, rapidement, sans que ce soit trop barbant pour tout le monde, ça c'est un petit peu notre moyen de fonctionnement aujourd'hui. Donc le client qui est sur notre site internet, on fait uniquement de la vente sur internet, il choisit un meuble dans notre catalogue, il peut également faire son propre meuble s'il veut, et il choisit également s'il veut le bois avec. On offre la possibilité également au client de ne pas choisir le bois et d'aller directement en grande surface choisir le bois qu'il veut, que ce soit du mélaminé ou etc., etc. Donc voilà. Si du bois massif, ça marche aussi avec le bois, enfin tous les types de bois, quoi. Et donc comment ça marche ensuite, une fois que le client a passé commande, donc nous avec un partenaire on produit nos connexions, on les livre, et avec un partenaire du bois, si le client choisit d'avoir les planches de bois avec, on lui envoie également les planches de bois, donc il reçoit tout chez lui, il n'a plus qu'à venir clipser ensuite les connexions sur ses planches de bois et faire son meuble super rapidement et super facilement. Donc où en est-on aujourd'hui? C'est vrai que le projet, ça fait 1 an et demi qu'on y travaille dessus. Et bon, on est passé par plusieurs étapes. C'est parti avec l'INSA, avec un module qui a été proposé par Monsieur Lomi. Et depuis 1 an, en fait, on est incubé à l'incubateur à TBSite. Donc c'est vrai qu'on a l'opportunité d'avoir du coaching, mais aussi on a nos locaux où on peut travailler là-bas. On peut échanger avec notre partenaire Movin là-bas qui est aussi à l'incubateur. Et ça permet de faire avancer le projet, d'avoir des nouvelles idées et d'exploiter des nouvelles possibilités. Et donc finalement aujourd'hui on a 3 principales activités. C'est vrai qu'on touche toujours à tout. On essaie de concevoir le produit, on fait de la comptabilité, on essaie de faire, il y a de multiples tâches. Mais on essaie déjà, notre priorité c'est de finir le prototype industriel. C'est vrai que bon, on est en partenariat avec plusieurs industriels qui pourraient nous faire le produit. Et donc cette recherche-là de contrat, de livraison de pièces, elle est en cours aujourd'hui et c'est vraiment sur un point qu'on essaie d'accentuer aujourd'hui. Et ensuite, il y a tout type de partenariat. C'est vrai qu'on a la chance de travailler sur un produit. Donc finalement, les partenariats, ils peuvent être un peu sur tout, c'est-à-dire qu'on peut avoir des partenariats sur les modes de livraison, les modes de distribution. On peut aussi essayer de déposer un brevet, d'ailleurs on y travaille en ce moment. Et tout ça, ça nous ouvre vraiment plein d'activités et ça fait qu'aujourd'hui, bon, on travaille un peu sur tout et c'est ça qui rend le métier d'entrepreneur très intéressant. Et ensuite, il y a la visualisation au public, c'est-à-dire qu'on essaie de participer à des concours. Ça nous fait aussi des retours
notre produit, ça nous permet d'avoir des nouvelles idées et de pourquoi pas changer de produit et de le développer encore plus. Mais il y a aussi d'autres types de visualisation. Par exemple, prochainement, on va participer à un salon sur le développement durable pour montrer qu'on peut réutiliser des planches grâce à notre produit et pas forcément acheter des planches et les redécouper pour ceux qui sont moins bricoleurs. Au passage, on l'a mis ici, mais bien sûr, il y a tout type de partenariat, c'est vraiment tout type, c'est-à-dire que si jamais il y a des stagiaires qui veulent se proposer dans la salle, on est preneurs, que ce soit pour développer le produit, développer aussi les partenariats et les contrats avec les industriels. Donc on est vraiment ouvert à toutes ces possibilités-là. Donc vous pouvez nous parler après. On va relire les CV et tout ça. Attention, c'est très très difficile, on ne rentre pas comme ça. Juste une précision parce que Emeric ne nous a pas présenté. On est tous les trois des étudiants INSA. On était tous les trois en génie mécanique et on a tous les trois fait aussi un parcours, un double cursus et avec Julien en double diplôme à TBS en ce moment. Juste pour finir, parce que finalement la dernière partie, tous nos collègues en ont déjà beaucoup parlé, c'était ce que moi j'aurais aimé entendre si j'étais à votre place il y a 2 ou 3 ans. C'était pourquoi entreprendre et comment entreprendre. Pourquoi entreprendre la réponse, j'ai vraiment trouvé une bonne réponse dans ce qu'a dit Benjamin dans la présentation de Movin. C'était que finalement, il n'avait pas d'argent, il n'avait pas d'idée, et pourtant il l'a quand même fait. Et je pense que à la base, sa motivation, c'était pas forcément de faire des parties de ping-pong tous les jours ou de gagner plein d'argent. C'était surtout parce qu'il trouvait ça vraiment intéressant, et surtout, il y a vraiment une prise de conscience dans le sens où finalement, on est acteur du projet, et que si on ne fait rien, le projet n'avance pas. C'est vraiment quelque chose d'impliquant dans le projet, et on a vraiment envie d'y participer. Et donc je pense que c'est vraiment toutes ces raisons-là, enfin surtout cette principale raison-là qui fait qu'aujourd'hui c'est vraiment intéressant et ça peut vraiment donner envie de vouloir créer une entreprise. Et après comment aujourd'hui il faut se rendre compte qu'en France il y a vraiment énormément d'aides, qu'elle ne va pas arriver toute seule, mais que si vous allez la chercher vraiment vous pouvez en trouver partout, tout le monde voudra vous aider, vous inquiétez pas. Et y compris à l'INSA avec Monsieur Lomy. Et sur cette question-là, je me souviens que M. Lomy nous avait dit une fois qu'un entrepreneur, c'était quelqu'un qui ouvrait des portes. Il ne faut vraiment pas être passif, il faut vraiment prendre part au projet, aller voir les gens, en parler et faire progresser le projet pour finalement arriver à quelque chose qui verra peut-être le jour et grandira. Enfin, c'est tout ce que nous on espère en tout cas. Voilà, je vous remercie. Voilà, donc merci beaucoup à Raido pour leur présentation. Merci beaucoup. Le prochain intervenant que nous allons accueillir va nous présenter son expérience d'intrapreneuriat au sein de l'entreprise Sopra Steria. Alors, Sopra Steria, c'est une entreprise qui doit vous dire quelque chose quand même, parce qu'elle s'implique beaucoup sur les activités de l'INSA Toulouse, les activités étudiantes, et notamment sur les événements qui sont organisés sur le campus. Comme les 100 tours. Voilà, on connaît tous les 100 tours, ou le quiz en Foros. Le concert des Ampharos. Ouais, ou alors la mortelle soirée en Foros. L'atelier culinaire des Ampharos. Ouais, ou les Ampharos au ski. Le retour des Ampharos. Les Ampharos à la plage. Harry Potter et la chambre des Ampharos. Le seigneur des Ampharos. Ah ouais, c'est mon préféré celui-là. Ouais. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir donc l'homme de Sopra Steria qui va nous présenter l'intrapreneuriat. Un tonnerre d'applaudissements pour lui. Merci. Bon, bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Nicolas, j'ai 30 ans. Alors, j'ai pas créé Sopra Steria parce que c'est un grand groupe de 40 000 collaborateurs et qui pèse 4 milliards, sinon je serais déjà en train de siroter une noix de coco à Bali. Non, je vais vous parler d'une autre aventure. C'est l'intrapreneuriat et c'est la création de la Mobile Factory. Donc, en fait, une structure au sein d'un grand groupe. Et je vais vous raconter son histoire. Alors, on peut passer à la slide suivante. Ça commence pas très fort. Vous vous souvenez peut-être en fait
d'un incident à la SNCF en juillet 2013. Donc un incident sur Brittany, il y a un train qui déraille. Et pour la petite histoire, en fait, l'aiguillage en question qui a provoqué cet accident, sa fiche d'inspection papier a été perdue pour l'enquête. Donc impossible de retrouver finalement une raison pour cet accident. Évidemment, le gouvernement tape du poing sur la table et Guillaume Pépi, qui est le président de la SNCF, lance un très grand programme de digitalisation de l'inspection des voies. Donc il veut équiper ses techniciens d'applications mobiles pour pouvoir surveiller les voies SNCF et éviter du coup de faire les inspections par papier. C'est ce qu'on appelle des projets Fast and Furious. En gros, vous avez la pression dans tous les sens, il y a le gouvernement qui est derrière, la presse aussi qui est sur le sujet, et donc Soprasteria est retenu pour lancer en 6 mois le développement de 12 applications mobiles. À l'époque, on n'était pas structuré pour, on n'était pas organisé pour, et on monte des équipes un peu partout en France chez Soprasteria, sur Toulouse, sur Nantes et sur Lille, pour pouvoir développer ces 12 applications mobiles. Ce qu'on arrive à faire, c'est monter une équipe de 40 ingénieurs au total sur ces différents sites. Et depuis Toulouse, de fil en aiguille, je prends la direction du projet sur Toulouse et on développe 6 de ces applications sur 12. Et voilà ce qu'on arrive à faire. Alors, il y a une petite vidéo, il faut la dérouler. Bon, je crois qu'il n'y a pas de son, je vais faire le son, donc là il y a un train qui passe. Et donc en fait, on voit un technicien en train de faire une inspection sur les voies, et puis il explique que maintenant il a une application mobile, donc c'est une publicité télé, donc il passe un peu après l'événement, et pour en gros sensibiliser le public sur la transformation de la SNCF. Donc pour info, moi j'étais en train de prendre mon petit déjeuner, je vois ça sur BFM TV, je fais oh, mais c'est nous ça, et donc c'est vraiment un sentiment d'achèvement très fort. Le problème, c'est que fin du projet, et maintenant on a fait la mission, et on a monté une équipe, on est arrivé jusqu'à 40 personnes sur différents sites en France. Fin du projet, plus d'applications mobiles, mince, qu'est-ce qu'on va faire, c'est bête, on a tous monté en compétences, ce serait bête un peu de perdre l'unité. Donc est-ce que c'est la fin de l'aventure? Non, et on décide en fait de pitcher. Et qu'est-ce qu'on pitch? En fait, on pitch l'idée que les applications mobiles, ça demande un très haut niveau technique. Les projets d'applications mobiles, c'est des projets qui sont assez courts, ça dure entre 2 et 3 mois, et ça prend entre 2 à 5 développeurs par application mobile. Et on a très peu de temps pour développer une application mobile. Donc ça, c'est ce qu'on explique du coup à notre direction. Ce qu'on leur propose comme sujet, c'est de créer une ligne industrielle qui va permettre de faire des applications mobiles finalement à la chaîne, avec des gens dédiés sur le sujet, sur Android, sur iOS, et même des applications mobiles adaptées au web. Et enfin, du coup, ce qu'on restitue à notre direction, c'est une structure divisée en 4 pôles. Un pôle BizDev pour aller chercher du business mobile, construire une offre, expliquer pourquoi on est les meilleurs, d'ailleurs on est les meilleurs. Et un pôle engineering pour rester au top du top de l'état de l'art mobilité. Vous savez, dans le monde mobile, tous les 4 mois, il y a des nouveautés matérielles, des nouveautés software. Google, Microsoft, Apple se livre une guerre de tous les instants, et donc il y a régulièrement des nouveautés. On crée aussi une structure, un pôle dédié au delivery, donc des chefs de projet spécialisés en delivery d'applications mobiles, donc capables de coordonner un projet d'application mobile. Et enfin, surtout, parce que c'est très important, tout ça repose sur des gens, et donc on crée un pôle people et opération. L'idée en fait, c'est de faire monter les gens en compétences, et surtout travailler avec plaisir. Parce que le plaisir, c'est plus important, c'est quelque chose qui est très important pour nous en termes de valeur. Et du coup, on monte ce qu'on appelle un happiness office. Donc c'est 4 collaborateurs à qui je cède du budget, et ils organisent un événement d'équipe par mois. Je n'ai aucun contrôle sur ce qu'ils font, des fois ça part un peu dans tous les sens. Je crois que ce vendredi, il y a une chasse aux œufs, par exemple, dans les bureaux. Enfin bref, ça commence à être un peu compliqué à gérer. Et du coup voilà, ça s'appelle la Mobile Factory, donc la direction nous suit. Et en fait, elle nous suit pourquoi? Elle nous suit parce que si elle voit peut-être un nouveau modèle finalement d'organisation et d'agence pour le futur Soprasteria.
Et on a une trajectoire de dingue, on ne s'est pas trompé. En janvier, à la fin du projet, en juillet 2015, donc on pige le sujet. Janvier 2016, on crée la première cellule sur Toulouse. Très vite, on est rejoint, on crée une cellule sur Nantes, en Inde, à Noida, donc pour proposer du coup à nos clients un modèle de prix qui leur permette d'avoir des applications mobiles pour moins cher. Et puis fin 2016, donc en une année, on est passé de 4 personnes à 40 personnes. Donc on a fait x10. Fin 2017, donc là la croissance continue. Là on s'organise, on se rend compte qu'on est allé très vite, il a fallu prendre un peu de temps en termes d'organisation, on a eu quelques problèmes de relais de croissance, mais tout de même on continue notre croissance et on monte jusqu'à 65 développeurs, on déroule plus de 40 applications mobiles par an et surtout on s'associe avec Apple, Microsoft et Samsung qui viennent nous pitcher par exemple 2 fois par an au sein de notre Mobile Factory des sujets techniques. Donc on est reconnu du coup par les plus grands. Et ça, c'est l'année à fin 2017. On continue en 2018. Le sujet, c'est créer d'autres sites. Un site sur Paris, un site sur Madrid. Sur Paris, c'est déjà terminé. Sur Madrid, il est en cours. Et on continue notre croissance parce que l'ambition, c'est de monter jusqu'à 100 à 120 personnes. Ce qui me permet de dire qu'on recrute, et évidemment, en profiter aussi pour glisser qu'on recherche des stagiaires et des gens passionnés en développement d'applications mobiles. Et un grand sujet aussi, c'est que là, on s'inspire un peu de ce qui se fait par ailleurs. Et on a lancé du coup un chantier avec l'équipe d'aménagement des locaux. Et donc là, vous avez une des images, on travaille avec des spécialistes en aménagement d'espaces innovants. Et l'idée, c'est comment l'équipe peut aussi créer le lieu. Les idées, c'est des idées de l'équipe. Ce que j'explique souvent, c'est on est tous ingénieurs, donc c'est hiérarchie plate, maintenant je me dirais, ok, je suis le patron, mais quelque part, on est tous ingénieurs, tout le monde est plus ou moins créatif et tout le monde peut porter sa main à la pâte. Et donc l'équipe réfléchit ensemble à comment aménager nos locaux. Donc c'est des illustrations. Ce qui me permet du coup d'évoquer une différence entre entrepreneur et intrapreneur. Là, je vous ai présenté une forme d'entrepreneuriat qui est un peu différente, puisqu'on est incubé finalement par un grand groupe qui est Soprasteria. L'avantage, c'est que du coup, on a quand même cette indépendance, mais on respecte tout de même le carcan de Soprasteria qui est de servir nos missions sur des projets digitaux. Nous, en l'occurrence, on le sert via les applications mobiles. On a une certaine aussi sécurité parce que on peut se casser la figure, on sait déjà casser la figure sur certains projets, mais on se relève très, très facilement, c'est pas la fin de l'aventure pour autant. Et si je devais aussi ajouter quelque chose, on a accès à toutes les ressources de l'entreprise. La machine de guerre Soprasteria pour pouvoir communiquer un peu partout en France, pour pouvoir s'associer avec Apple, travailler avec Airbus, travailler avec la SNCF, on ne l'aurait pas si on était une petite web agency ou une mobile agency. Ce ne serait pas le cas. Alors maintenant, est-ce que c'est la fin de l'histoire? Non, parce qu'on a aussi envie de pitcher autre chose. Et là, en fait, la Mobile Factory, ce qu'on est en train d'organiser, c'est sa transformation. Parce que ce qu'on imagine, pour aller encore un cran plus loin, c'est que les applications mobiles vont disparaître. Dans quelques années, vous n'aurez plus d'applications mobiles, vous aurez d'autres réalités. La réalité augmentée, la réalité virtuelle, les systèmes conversationnels. Quand vous demandez à Siri quelle est votre météo demain, avant, il y a 5 ans, vous faisiez via une application mobile. Vous lancez météo et vous avez du coup la météo. Maintenant, vous demandez simplement à Siri si vous avez besoin de prendre le parapluie ou pas. Et tout ça, ce sont d'autres systèmes d'interaction et on cherche à évoluer dessus. Là, par exemple, on a une vidéo sur de la réalité mixte avec le cas Solonès et on voit quelqu'un manipuler, du coup, différentes interactions en réalité augmentée. Et ça, c'est notre futur et on travaille dessus. Voilà, voilà. Bonjour. Aujourd'hui, dans Out of the Box, nous allons à la rencontre de Sapoval. Sapoval est une entreprise qui a pour mot d'ordre de traiter les déchets. Tout de suite, nous allons donc retrouver notre envoyé spécial Thomas Bayard, qui est avec le créateur de Sapoval, Erwan Trotou. Thomas, l'antenne est à vous. Oui, tout à fait, Avocha. Je suis en effet en présence d'Erwan Trotou, cet homme qui a eu cette idée de procédé révolutionnaire dans le domaine du traitement des déchets et des eaux usées à l'échelle de la ville. Une révolution économique, une révolution écologique. C'est donc un grand changement qui s'opère grâce à cet homme. Et laissez-moi vous dire que quand même ça fait du bien ce changement.
et c'est pas trop tout. Merci beaucoup Thomas. Maintenant nous accueillons donc sur le plateau de Out of the Box Erwan Trotou. Un tournoi d'applaudissements pour lui, mesdames et messieurs. Bon, j'apprécie la blague, même si j'ai le fil qui enfle un peu après cette présentation. Mais bonjour à tous, donc Erwan Trotou. Je vais vous parler en quelques mots de Sapoval et puis ensuite on reviendra sur moi, sur l'entrepreneuriat, etc. Sapoval, donc une entreprise qui a 4 ans et demi, qui propose aujourd'hui des solutions dans la gestion des effluents et des déchets, avec une idée d'améliorer la performance à la fois technique et la performance économique des industriels ou des collectivités avec lesquelles on travaille. On peut passer. Concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire que aujourd'hui, alors à l'origine, on s'appelle Sapoval parce qu'on faisait de la saponification de déchets gras, j'y reviendrai juste après. Aujourd'hui, c'est à peu près 30% de notre activité. Aussi pour vous montrer qu'en 4 ans, on pivote pas mal et puis pour s'adapter au marché, pour s'adapter aux besoins. Et même si on continue à faire de la saponification de déchets gras, on fait plein d'autres choses. Et aujourd'hui, il faut savoir que 70% de notre activité, c'est Sapo et vous, Sapomat, c'est-à-dire qu'on accompagne des industriels et des collectivités dans comment mieux gérer leurs eaux usées, comment gérer leurs déchets issus des eaux usées, que ce soit la formation du conseil, de l'audit, de la mise en place de stations d'épuration, etc. etc. L'origine, on peut revenir encore. Alors, merci. Les solutions de Sapo, on transforme les graisses en savon et ces savons, on les utilise pour mieux faire fonctionner les stations d'épuration ou les unités de méthanisation pour produire de l'énergie. Donc ça, on a une particularité là-dessus, où en fait, on a un petit camion qui se déplace sur 100 km autour d'Albi, puisque l'entreprise est basée à Albi, et on crée des unités, on peut passer à diapo après, qui ressemblent à peu près à ça, qui sont des unités de saponification qui permettent en fait de faire que les déchets gras coûtent moins cher aux stations d'épuration ou aux agro-industriels qui les produisent. Donc là, il y a toute une liste de références pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble l'étude, le matériel. Voilà, on travaille aujourd'hui 80% d'industriels, 10% de l'urbain, 10% des méthaniseurs, à peu près, en termes de marché. On peut passer. Quelques-uns de nos clients, la partie restauration sur l'activité MOB, donc camion, la partie gestionnaire d'assainissement sur la partie matérielle ou conseil, et puis tous les industriels, abattoirs, Maintis, vous les connaissez peut-être sur les cacahuètes, Maison Samaran sur le Canard à Toulouse, CEPIC, c'est des produits, une filiale d'Air Liquide sur la chimie, on travaille aussi de la papeterie, des choses comme ça. On peut passer, si vous avez des questions, on y reviendra après. J'ai essayé de mettre en quelques dates Sapoval. Alors Sapoval, c'est une boîte que j'ai créée moi seul en 2013. Mais en fait, quand on réfléchit un peu à l'entrepreneuriat et à la création d'entreprise, au final, quand je regarde mon parcours, je me dis que ça a débuté bien avant. Même si bien avant, moi je suis fils de 2 fonctionnaires, aucune idée de ce que c'est que l'entrepreneuriat, l'entreprise, etc. Je caricature un peu, mais presque. Par contre, ce que je voyais, c'est que je faisais pas mal de sport, d'engagement associatif, et à chaque fois, j'étais plutôt dans les leaders, capitaine d'équipe, etc. Après, dans mes études, j'ai fait INSA, plus le double cursus TBS en dernière année. Je me suis pas mal engagé dans les assos amicales des élèves, etc., tout en faisant des stages tous les ans, et à chaque fois, ça revenait environnement. Donc moi, je suis sorti en 2010 avec un diplôme génie biochimique, à l'INSA, marketing de l'innovation à TBS, et avec notamment un stage de fin d'études où il fallait faire un état des lieux sur la gestion des déchets en Midi-Pyrénées. Très intéressant. Il manquait un peu de technique, je me suis dit bon allez, on va repartir vers de la technique, et je suis parti en fait 2 ans dans une structure qui accompagne des petites entreprises et qui avait mis au point un procédé de traitement des déchets gras par saponification. Ils cherchaient à l'industrialiser, ils n'arrivaient pas à trouver d'entreprise. Moi j'étais là et j'étais à moitié prof, à moitié ingé, je faisais ni bien l'un ni bien l'autre. Donc je me suis dit, si je tente pas là, je tenterai jamais. Et c'est au final comme ça que je suis venu à l'entrepreneuriat. C'était pas une vocation spécifique, c'était une occasion. Et puis on s'est dit, allez, je suis en fin de CDD, j'ai 2 ans de chômage, j'ai rien à perdre, on se lance. Et 6 ans après, je suis devant vous. Donc derrière, comme on l'a dit avant, en France c'est super, on a plein de structures qui nous aident à la création d'entreprises, que ce soit montage de business plan, financement, études de marché.
même si c'est très important de la faire un peu soi-même, l'étude de marché, le business plan, et de pas s'appuyer que sur des supports. Derrière, je suis passé en couveuse à un moment pour avoir une structure juridique et commencer à vendre avant de créer l'entreprise. Et puis après, je suis rentré en pépinière. Tout ça sur l'Albigeois. Moi, j'ai travaillé sur l'Albigeois, pourquoi? Parce que le projet était issu de là-bas. Et puis parce qu'à Toulouse, il y a plein de projets de création d'entreprise. À Albi, il y en a un peu moins, avec un peu d'industrie. J'ai été très bien accompagné, très bien chouchouté. Et en plus, Albi, c'est une ville qui se veut, sur tout ce qui est développement durable, etc., veut pousser ce genre de choses. Donc j'habite toujours à Toulouse, par exemple, mais la société, effectivement, est à Albi. Création d'entreprise en 2013. En 2015, on a envie de se développer, on a envie de grandir, on a besoin de fonds. Donc levée de fonds de presque 200 000 euros auprès de Business Angel, développement commercial et R&D. Aujourd'hui, Sapoval, c'est quoi? Sapoval, c'est 5 personnes. L'idée, alors moi je me considère pas du tout comme une start-up, par exemple. Je suis jeune entreprise innovante, c'est mon statut, et ça me va très bien, avec une idée de... J'aime pas du tout le risque. Et donc j'ai plutôt pris une idée de j'ai envie de croître doucement mais sûrement. Après chaque business model a son intérêt, hein, je sais pas du tout pour critiquer, mais moi c'était ma vision de la création de l'entreprise. Et donc aujourd'hui on essaye de tenir le 1 recrutement prévu par an. On aimerait évidemment en faire 2, 3, 4, mais déjà 1 c'est bien, c'est l'objectif bas. Une remarque aussi sur les stagiaires, c'est que moi à Albi, j'arrive pas à trouver de stagiaires. Personne ne veut venir chez moi. Donc le message est lancé, mais tous les ans je suis intéressé pour des 4e, des 5e années, et que ce soit dans des écoles de commerce ou dans des écoles d'ingé. Voilà. J'ai une offre qui est en cours, et pour l'instant, quasiment 0 réponse. Donc une équipe de 5 personnes avec des profils différents. J'ai un commercial expérimenté, un responsable technique, un poste de technicien opérateur et moi-même dans les 5 personnes et un assistant de gestion. Aujourd'hui, 2 unités fixes en fonctionnement. On est vraiment sur une année de forte croissance normalement, si tout se passe bien. Une centaine de clients sur la partie MOB, sur la partie EVU, voilà, 4 installations mises en service et quelques idées en termes de chiffre d'affaires. Après 2 années un peu molles au démarrage, classiquement, on va atteindre notre point mort au bout de la 4e, 5e année. On disait tout à l'heure que la création c'est un long processus, etc. Donc d'où l'utilité de lever des fonds, d'où l'utilité de faire appel à des financeurs qui ont été évoqués tout à l'heure. Voilà en quelques mots et en quelques chiffres, et puis après le mieux je pense que c'est, une fois de plus, hein, vous avez mon contact, vous l'aurez si vous ne l'avez pas. Je suis à disposition pour partager, en parler. Et puis vous avez plein de structures qui sont aussi ici dans la salle, qui sont là pour ça. Voilà. Donc, si vous avez des questions pour Monsieur Erwan Trottou, n'hésitez pas à lui parler après au cocktail ou juste dehors. Alors, je sais pas vous, mais nous, en tant qu'étudiants, la première chose qu'on fait quand on rentre chez nous, c'est pas d'ouvrir un classeur ou quoi. Ce qu'on fait, nous, c'est plutôt canapé, bière, discussion. Et généralement, les discussions, ça tourne autour de acheter un bar plus tard pour ne plus avoir payé de bière. Voilà. Ça vole pas très très haut, mais ça nous occupe 365 jours sur 365 jours, jusqu'au jour où on a un ami qui est arrivé avec une véritable réflexion sociétale. Cette réflexion sociétale, elle tient en 2 chiffres. Le premier, c'est 5 millions de mètres carrés de bureaux qui sont inutilisés en France. Ces bureaux, vous pouvez les voir quand vous êtes par exemple sur le périph', à Toulouse, dans des embouteillages souvent. Ils sont là en face de la rocade, vous pouvez les voir. C'est des bureaux qui sont inutilisés depuis 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 40 ans. Le deuxième chiffre, c'est 900 000 personnes qui n'arrivent pas à trouver de logement régulier en France actuellement. Mais aujourd'hui, on va accueillir Mathilde de UnityCube, qui eux ont trouvé une solution. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Mathilde de la promo 50 du génie civil de l'INSAC dans le cadre de UnityCube.
Bonjour à tous, c'est très bien, j'ai rien à vous présenter en fait, ils ont tout fait pour moi, c'est parfait. Heureusement, aujourd'hui, donc, quand Clémence m'a proposé, je me suis dit, bah voilà, je ne vais pas forcément leur parler d'Unity Cube, je ne vais pas leur parler de ce qu'on fait, je vais plutôt leur parler de comment on en est arrivé là. C'est, je pense, plus intéressant pour vous que de vous sortir le pitch et le diapo qu'on sort à tous les concours, qui fonctionne super bien, mais qui ne va pas forcément vous intéresser. Donc Unity Cube, rapidement, mais bon, ils l'ont très bien fait, c'est réutiliser des bureaux inoccupés pour faire de l'hébergement d'urgence. Aujourd'hui, l'hébergement d'urgence, ça vise les SDF, vous y pensez tous, ils sont dans la rue, mais pas seulement. Ça vise également les familles de réfugiés, et également les femmes isolées avec enfants. Aujourd'hui, Unity Cube, c'est une équipe de 6 personnes, et ces personnes, on s'est rencontrées là, sur les bancs de l'école. On a commencé, l'idée, on va dire, est vraiment apparue en 4e année. Donc on a suivi comme Idle, le module d'ouverture, enfin c'est pas un module d'ouverture, c'est un module de création d'entreprise avec Monsieur Lomi. Et c'est tout simple en fait, ça nous permettait de sécher 3 cours. Droit, marketing et finance. Autant vous dire que mes collègues étaient très intéressés et ils m'ont proposé de faire ce module avec eux. Donc je suis pas du tout comme Henri, je suis pas une personne qui a 120 idées à la minute et qui se dit allez, je vais faire ça, je vais faire autre chose, ça je sais que je peux le faire, ça autre chose. Moi j'étais plutôt du style à suivre mes amis et quand ils m'ont proposé ça, je me suis dit bah allez, c'est parti. Donc en fait l'entrepreneuriat ça m'a vraiment tombé dessus. Moi je me suis pas dit en rentrant à l'INSA un jour tu seras entrepreneuse, c'était même pas du tout le cas. Et en suivant ce module, donc on avait une idée, il fallait développer un business plan autour de cette idée. Business plan c'est très simple, c'est juste savoir qu'est-ce qu'on va vendre, à qui et pourquoi. Et en montant ce business plan, à la fin on l'a présenté devant un jury. Et en fait c'est ce jury qui nous a dit, bah voilà, votre idée elle est bonne, allez-y, continuez. Donc on s'est dit ouais pourquoi pas, bon allez on va tenter. J'ai oublié de faire passer les slides. Au début, j'avais prévu de ne pas faire de diapo en fait. Puis je me suis dit, bon, si, quand même, parce que vous allez vous ennuyer, donc il faut quand même regarder les diapos. Donc du coup, tu peux passer. Donc, à la fin de ce module, on a présenté le concours CRES. Alors, concours CRES, c'est quoi? C'est le concours régional des étudiants créateurs d'entreprise. Et on nous a dit, ouais, il y a 5 000 € à la clé, allez-y, ça vaut peut-être le coup. Donc, on l'a fait. Bon, on a été repêché au dossier parce qu'en fait, on n'était pas très carré. Sauf qu'on a fait un pitch en dernière phase et il s'est trouvé qu'on a remporté le concours. Donc pour nous, c'était un peu le premier concours. Et dans le même temps, on a entendu parler d'un concours qui s'appelle Le Monde Smart Cities. Donc là, on s'est dit, allez, on vise haut. C'est tout simple, il fallait faire une vidéo de 3 minutes. Donc on s'est dit, bah allez, pourquoi pas, on va faire cette vidéo. Et puis en fait, on s'est trouvé à remporter le prix de l'habitat devant des grandes métropoles comme Bordeaux ou Rennes. Et donc on nous a invités à la mairie de Lyon, donc on s'était fait, voilà, on était tout fiers et tout ça. Et puis là, on s'est dit, waouh, en fait, notre idée... on va peut-être continuer, quoi. Faut pas s'arrêter là, faut pas que ça reste un projet scolaire, faut qu'on aille plus loin. Et du coup, nous, parce que je parle de nous depuis le début, bon là je suis toute seule parce que mes collègues n'ont pas pu venir, mais en fait on était 6 et on s'est dit allez, on continue ce projet. Ces 6 là, vous les avez peut-être déjà vus, sûrement plus sous ce forme-là. On a un dicton entre nous qu'on aime bien, c'est si une amitié survit à un travail de groupe, c'est qu'elle va durer éternellement. Donc pour l'instant c'est le cas. Là la photo que vous voyez c'était lors de la désintégration en 5e année. Au début je me suis dit elle est censurée, je vais pas la mettre et puis en fait elle est sur le groupe Facebook de l'INSA de Toulouse. Donc je me suis dit que je pouvais la mettre aujourd'hui. Mais en vrai ce groupe il s'est créé lors de l'AMI Californie, donc peut-être que certains savent encore ce que c'est. En fait on a fait une campagne pour participer à l'amicale. Donc Vincent, qui fait partie d'Unity Cube, était président, Valentin trésorier, j'étais secrétaire, Théo était président des Centaures et Baptiste était président de l'AGIS. Donc autant vous dire qu'on avait tous le statut EGA, on était tous investis à fond dans les associations de l'INSA. Et en fait, ça a été, je pense, vraiment le premier pas qui nous a entraînés à faire de l'entrepreneuriat. On a vu qu'on travaillait bien ensemble, on s'est dit allez, ce module de cours on le fait. Au final, l'idée a porté, Monsieur Lomi nous a poussé et c'était parti. Donc du coup, de l'administration, on s'est retrouvé à un degré au-dessus, on est passé à la mairie de Toulouse. Donc on a monté un comité de pilotage avec la préfecture et la mairie pour développer le projet. Donc en fait, avant c'était l'administration en face, voilà, on faisait toutes les réunions le lundi, tout ça, et le grand chef c'était l'administration. Bah là, on est passé à la mairie, puis après la préfecture, et ça a continué encore, puisque maintenant on est monté à Paris, donc on a développé une équipe sur Toulouse et sur Paris.
Et ouais, voilà, une petite photo. Et ça nous a permis aussi, comme beaucoup des intervenants qui sont passés aujourd'hui, d'intégrer l'incubateur de Toulouse, de TB Seeds. Cet incubateur, donc nous on est arrivé un peu en ovni, on était ingénieurs et on faisait du social. Donc autant vous dire qu'à TBS, on était un peu, disons, pas dans le même mood. Et on a quand même tenté un concours qu'ils ont organisé qui s'appelle les ANED, donc c'est les Assises nationales étudiantes du développement durable. Donc il s'est trouvé qu'on l'a gagné, donc un de plus, ça faisait super plaisir, surtout que c'était Nicolas Hulot qui donnait le prix, du coup c'est toujours ça à gagner. Et surtout, on a pu monter notre module ATBS dans la cafétéria. Donc vous avez une photo ici, donc c'est le prototype qu'on a monté pour héberger les personnes. Donc on peut dire que l'INSA a le mirage, disons, de Supaéro. Nous, on a monté notre module dans la cafétéria de TBS. Donc c'était aussi une petite fierté. Donc j'ai essayé de faire court parce que je sais qu'il est déjà 20h et que du coup vous êtes déjà en train de rêver des petits fours. Je voulais juste te dire que j'étais étonnée d'être la première intervenante féminine ce soir. Donc surtout les filles, n'hésitez pas à foncer. Pour ma part, c'était vraiment un travail de groupe, l'entrepreneuriat. Je me serais jamais vue entreprendre toute seule. Ça m'est tombé dessus, c'est-à-dire que j'ai jamais pensé réellement à entreprendre et pourtant une idée, des amis et un projet, un encadrement et on s'est dit allez on fonce et du coup maintenant je suis contente de voir que vous êtes nombreux ce soir et c'est à vous de foncer. Merci beaucoup Mathieu. Donc si vous voulez savoir et avoir des astuces pour gagner des concours, n'hésitez pas à le contacter juste après. Merci mesdames et messieurs. Donc maintenant, nous allons accueillir Elvire de Pragma Consult qui va nous présenter les clés de la réussite dans le monde entrepreneurial. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Elvire. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité. J'ai l'honneur de terminer. Je suis la deuxième fille, effectivement, à venir témoigner sur la démarche entrepreneuriale. Alors, je vais effectivement vous parler de Pragma Consult. Moi, j'ai créé mon emploi. Je suis consultante en marketing de l'innovation et en entrepreneuriat. Ça fait 14 ans maintenant. Et mon activité se déploie à la fois sur de l'accompagnement individuel de dirigeants de start-up, en early stage, c'est-à-dire au démarrage de la création d'entreprise. Je vais y venir, mais effectivement, ça a été très compliqué au début, et donc je me suis aussi orientée vers de la gestion de projets complexes. Alors quand on parle de projets complexes, c'est du projet collaboratif entre des PME et des laboratoires de recherche, ou bien ce sont des projets pluridisciplinaires, donc qui impliquent différents acteurs, avec un impact sur un territoire en termes de création d'entreprise ou de création d'emplois. Et ce sont des projets où les budgets sont assez conséquents et pluriannuels. Donc en fait, et sur l'accompagnement individuel, essentiellement, les compétences s'exercent en marketing stratégique et en recherche de partenaires. Donc comment j'y suis arrivée? En fait, à cette activité indépendante, en fait, j'ai fait un DESS en marketing donc, à l'IAE, anciennement l'IAE de Toulouse, et j'ai terminé mes études en réalisant un mémoire de fin d'études sur l'innovation technologique sur les marchés industriels. Donc en 97. Et cette démarche, en fait, je l'ai faite à la fois en analyse documentaire, en recherche d'informations, et sur le terrain, en allant chercher de l'information dans les laboratoires de recherche, en essayant de comprendre comment ils arrivaient à travailler avec les services marketing des entreprises. Et donc je me suis tellement éclatée à faire ce mémoire que, en fait, mon métier, et donc à partir de ce constat, j'ai dit je travaillerai dans le marketing de l'innovation, qui à l'époque ne s'appelait pas comme ça, évidemment. Donc en sortant de la fac, je ne pouvais pas me lancer dans un métier de marketing pur,
Donc je suis passée d'abord par un job salarié dans une mutuelle de santé pour comprendre la relation client en fait, et justement essayer de nourrir ce métier du marketing qui est plutôt un métier de réflexion stratégique. J'y suis restée 2 ans et demi, pas d'évolution de poste, donc je quitte la structure, je démissionne en 2000, je pense, maintenant fin 2000, et je me lance dans mon fameux projet de rêve, c'est-à-dire trouver un job dans le marketing de l'innovation, en SS2I ou en start-up, puisqu'on commençait à parler des start-up. Et en fait, grosse désillusion, puisque je n'ai pas trouvé ce fameux job salarié, je me suis un peu obstinée à chercher un job dans cette vocation-là, et donc cette recherche d'emploi, en fait, a été très longue, 4 ans. Donc pendant tout ce temps-là, au lieu d'attendre après un job salarié, je me suis beaucoup investie sur le terrain, en m'investissant dans le monde associatif, culturel, dans le monde des TIC, à travers des associations en fait. Et petit à petit, je me suis dit, c'est bon, tu vas trouver ton job salarié, le job de tes rêves, dans des startups ou bien dans le monde des SS2I en marketing. Donc pas du tout. Donc j'ai fini par créer mon emploi, créer mon activité en 2004, et donc j'ai créé Pragma Consult pour accompagner les dirigeants de startups sur cette fonction marketing en fait qui est indispensable pour construire un projet d'entreprise. Avec l'idée que j'amenais un œil extérieur bénéfice utilisateur dans ce monde d'ingénieurs très technique, très technologue et très centré finalement sur le produit et sur le fonctionnement du produit. Donc ça a été assez compliqué, je suis passée de job freelance en job salarié, mission salariée, très intéressante dans la gestion de projets complexes et qui m'ont amené en 2011 à me poser des questions par rapport à cette activité indépendante. Et donc j'ai eu l'opportunité de faire un executive MBA qui m'a permis de prendre du recul par rapport à ce projet, par rapport à mon modèle économique et voir comment je pouvais le faire évoluer pour aller vers un autre segment client, vers des acteurs qui étaient plus en compréhension de ce qu'était une fonction marketing, vers des acteurs qui avaient une vraie vision d'entreprise pour la pérenniser en fait. Et je me suis aussi rendu compte pendant ce MBA, à travers les interventions avec les experts et les déplacements à l'international, que mon projet était visionnaire et qu'en fait j'avais été avant-gardiste sur un marché. Et à l'issue donc de ce MBA, j'ai fini par développer en fait mon activité comme je l'ai voulu. Donc on peut passer à la suivante. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Quelles difficultés j'ai rencontrées pour en arriver à ce chemin? Vous avez pu vous rendre compte qu'il y a beaucoup d'obstination. Donc en fait j'étais dans un environnement hostile. Quand j'ai démarré en 2004, je me suis retrouvée en fait dans un environnement hostile et je ne l'imaginais pas du tout. Puisque je viens du monde des sciences économiques et je me suis imaginé que le monde de l'ingénieur pouvait être à l'écoute en fait et pouvait m'accueillir les bras ouverts avec justement cette envie de travailler en coopération, en collaboration avec ces fonctions support. En fait pas du tout. Donc ça c'est le premier constat. Le deuxième constat c'est que je me suis retrouvée dans un monde extrêmement masculin, forcément. Et donc j'ai été confrontée à des situations parfois de misogynie ou assez compliquées, donc où j'ai eu l'impression qu'on me prenait pour une speakerine carrément, donc c'est assez difficile à assumer et tout l'enjeu pour moi était de trouver les moyens de devenir crédible vis-à-vis de ces acteurs-là, en fait, et en leur démontrant que je comprenais bien la technologie, la science, et que j'étais en capacité de la synthétiser et de l'expliquer dans d'autres mots, bénéfices utilisateurs, usages, qui permettaient justement pour eux peut-être d'accéder à un marché. Parce que de parler avec des fonctions algébriques et logicielles, forcément ça aide pas à trouver des clients. Donc un environnement hostile, un macro-environnement hostile, un micro-environnement pas simple non plus, c'est-à-dire ma famille, mes parents, puisque quand j'ai commencé à leur dire que je voulais entreprendre ou que je cherchais à créer mon activité, autant vous dire que ça n'était pas très très bien accueilli parce que créer une entreprise quand on est jeune, ça fait angoisser les parents.
Je ne sais pas si c'est pas votre cas, mais bon, voilà, moi c'était le mien. Et donc, bon, voilà, j'ai entendu un peu de tout. Comment ça se fait que tu n'arrives pas à trouver du boulot avec un bac plus 5, comment tu te débrouilles en entretien, il faudrait que tu passes des concours pour être prof, parce que c'est bien pour une femme, il y a les vacances scolaires. Donc, bon, j'étais pas toujours d'accord avec eux. Et donc j'ai continué à tracer ma route. Et la troisième difficulté, évidemment, elle est financière, puisque le temps d'arriver à convaincre un marché de la pertinence de ses services et de son apport de compétences, ça peut être extrêmement long. Donc effectivement, il faut trouver des moyens de manger simplement. Et donc c'est comme ça que je suis aussi allée vers des missions salariées. Donc aujourd'hui, rassurez-vous, je m'éclate, je fais le job que je voulais faire, je fais le job de mes rêves, d'accord ? Donc je travaille exactement dans les domaines qui m'intéressent, c'est-à-dire donc l'entrepreneuriat étudiant, l'entrepreneuriat des femmes en pré-incubation, c'est-à-dire un accompagnement de porteurs de projets sur le démarrage, sur la création, les fondations d'un projet d'entreprise en fait, sur toute sa structuration stratégique et sur tout son positionnement. Une aide à la recherche de partenaires aussi pour évidemment aller chercher du financement ou des partenaires techniques et commerciaux. Je travaille sur des projets complexes, typiquement, quand je parle d'entrepreneuriat étudiant, je coordonne actuellement un programme qui s'appelle les entrepreneuriales. Et l'enjeu, tous les acteurs qui sont autour de ce programme sont des acteurs institutionnels, des acteurs privés, des professionnels, le monde académique. Et tout le déploiement du projet se fait dans une vraie harmonie pour tous les acteurs, donc c'est très agréable. Je continue à faire du coaching stratégique de dirigeants pour les accompagner dans le positionnement de leur projet. Et vous voyez que je suis toujours sur les mondes techno parce que je continue de croire que les fonctions support ont vraiment un apport très très conséquent et très important pour les mondes de l'ingénieur. Et donc c'est mon credo, voilà, j'y crois tellement que... Donc les clés de la réussite, effectivement, il faut savoir pourquoi on part vers l'entrepreneuriat. Donc il faut entreprendre en conscience. On peut entreprendre un projet d'entreprise ou bien un projet personnel. Chercher un job salarié dans une filière, un domaine de ses rêves, c'est aussi une démarche entrepreneuriale. Donc, voilà. Il faut avoir une envie, croire en son projet, c'est très important. Donc, je ne vous fais pas un dessin, je viens de vous l'exprimer. Et j'ai cru en mon projet, j'y ai cru dans mes tripes, j'y ai cru dans ma tête, dans mes oreilles, dans mes yeux. C'est-à-dire que je suis restée ouverte au monde, j'ai essayé de comprendre l'environnement dans lequel j'étais pour voir comment je pouvais apporter de l'information et mes compétences au mieux, de la façon la plus adaptée à mes clients potentiels. C'est une question d'équilibre entreprendre, c'est-à-dire qu'il faut bien avoir conscience de qui peut nous aider, justement. Est-ce qu'on est en capacité d'assumer les difficultés, les obstacles? Comment on s'entoure? L'entourage amical peut avoir une très très grande importance dans le développement d'un projet entrepreneurial pour éviter de se retrouver isolé. Donc effectivement, entreprendre, c'est super, c'est génial parce qu'on est libre, on s'épanouit, on fait ce qu'on veut, on se lance dans un projet, mais il faut savoir aussi qu'on est seul, ou seul au départ. Et donc il faut effectivement ne pas rester isolé, surtout, et sortir, aller vers les réseaux, aller rencontrer les autres pour pouvoir parler de son projet, parler de son idée et arriver à trouver des moyens de s'associer. Ne pas se mentir et avoir confiance de la réalité. Créer une start-up, c'est pas être millionnaire à 25 ans. D'accord, pour créer une start-up, il faut passer par toutes les étapes d'un projet de création d'entreprise. Et la première étape, c'est chercher des clients, c'est conquérir un marché. Et il ne faut pas avoir peur de sortir de sa zone de confort. Donc forcément, quand on démarre un projet, et forcément, on va aller au-devant de difficultés et ça nous permet aussi de faire en connaissance avec soi-même. Donc,
Donc entreprendre, c'est vraiment une démarche très intéressante c'est se retrouver face à soi-même et avec les autres. Donc le pilote dans l'avion, il est justement, vous êtes votre propre pilote dans l'avion, quel que soit le projet que vous choisissez, salarié ou entrepreneurial. Et donc effectivement, je vous ai mis pour conclure, donc pour chaque lettre du mot entreprendre, mais un résumé de ce que je viens de vous signaler. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous arrivons très bientôt à la fin de cette conférence et nous allons donc clôturer ces speeches par un discours de Monsieur Bertrand Raquet, directeur de l'INSA de Toulouse. De Toulouse. Oui, de Toulouse. C'est ton directeur. Ah, c'est bien ce que je me disais. Attends, un applaudissement pour Monsieur Bertrand Raquet. Merci, bonsoir. Alors, je m'appelle Bertrand, j'ai intégré une start-up il y a quelques années, elle s'appelle l'INSA, 700 employés, et puis 3000 étudiants, et vous êtes là ce soir, merci infiniment. Alors, en deux mots, surtout pour vous remercier, d'abord, vous avez super bien animé. Sachez qu'on est en train de monter une section théâtre-études, donc vous ne pressez pas trop, éventuellement redoubler, on a besoin de vous le plus longtemps possible sur le campus. Alors ensuite, Claude Marange qui est au fond de l'amphi aussi, une belle leçon de vie. Bravo Claude. Une très belle leçon d'organisation parce que Claude, comment il faut faire pour avoir un amphi quasiment plein à 20h30, même si on le met obligatoire sur ADE, ça marche pas. Alors moi j'ai une idée, on confie la mission à l'amicale et ça marche du tonnerre. Merci infiniment de cette très très belle et première expérience. L'entrepreneuriat, vous avez eu de très beaux messages. Et franchement, on a aussi donc des outils performants sur le campus pour vous accompagner. À plusieurs reprises, j'ai entendu un mot-clé finalement, ou un nom, Michel Lomy. Merci Michel pour tout ce que tu fais sur le campus. Je pense que c'est largement l'heure de l'apéro. Un grand merci à Sopra Steria, Monsieur Lenôtre qui est parmi nous ce soir, donc qui accompagne l'INSA à bien des égards. Merci aussi à Catalyseur qui finance aussi le buffet qu'on va avoir. Donc bravo, restez motivés, ne lâchez rien. Merci beaucoup, Monsieur Bertrand Raquet, donc, pour ces mots. Donc, nous aimerions remercier nos sponsors, Sopra Steria et le Catalyseur. Est-ce que le Catalyseur veut dire un mot pour... Ouais, je vais dire un petit mot. En fait, on lance un concours là, avec les Fab Labs, dont le Fabrique INSA, qu'on a parlé un peu plus tôt. On lance un concours projet innovant, projet créatif. Vous avez des idées. Vous êtes à même de les exploiter, de les mettre en œuvre dans les Fab Labs. Et allez-y, n'hésitez pas. En plus, là, sur le mois d'avril, on va ouvrir 4 formations pour utiliser les outils sur les Fab Labs, sur les 3 Fab Labs qui sont sur Rangueil, c'est-à-dire le Fabrique INSA, le Campus Fab qui est sur l'UPS et l'InnovSpace qui est à ISAE. Regardez sur la page du Catalyseur pour tout savoir. En tout cas, merci à vous pour cette soirée et merci aux organisateurs. Merci beaucoup. Et donc, nous aimerons avoir un petit mot de la part du futur club association Optimize dont Monsieur Lomy vous a parlé tout à l'heure. En fait, je ne sais pas si vous avez vu passer un Google Doc. Voilà, c'est une association qui va se créer. C'est des étudiants qui sont motivés pour créer une antenne, une association entrepreneuriale sur l'INSA. Donc ils sont là, juste à droite là, si vous voulez parler avec eux, et si vous êtes intéressés, Karim et Fatima sont ravis de répondre à vos questions. Et donc maintenant, nous aimerons accueillir sur la scène
l'organisation de l'interécole qui est en train de partir. Bravo. Sans qui donc cette conférence n'aurait pas eu lieu. Merci à elle. Léra, Chloé, Julie, Marine et Clémence pour leur magnifique. Donc, Monsieur Marran, si vous voulez des astuces pour avoir un amphi plein à 20h, c'est à elle qui fait demander. Un grand merci à nos deux présentateurs pour ce petit show pour Out of the Box. Un grand applaudissement pour eux. On s'excuse de finir un peu plus tard que prévu, on n'a pas trop géré le timing. Mais voilà, le cocktail vous attend dans le hall de la Bible et allez-y, les intervenants sont là pour répondre à vos questions. Merci beaucoup. Vous avez été un public super.